Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers lundis de chaque mois à 13h de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. Comme certains le savent déjà, j'œuvre à aider les personnes qui me le demandent, notamment à travers la yoga-thérapie et les principes ayurvédiques. Alors je me sens très proche des aspirations de mon invité qui s'est demandé à un passage de sa vie. Passage, entendez-le comme vous le voulez. Qu'est-ce que l'herboristerie peut faire pour notre esthétisme ? Il a alors créé toute une ligne de cosmétiques pour cheveux et coloration végétale avec les principes de l'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, qui repose en partie sur l'utilisation des plantes médicinales. Il a alors créé la marque Daina, qui est aussi le nom de sa chienne adorée. Son engagement ne s'arrête pas là, c'est toute une philosophie, un regard d'amour, de coopération, d'harmonie, d'imagination sur le monde. Le poète et philosophe Khalil Gibran a dit « Le travail est l'amour rendu visible ». Merci et bienvenue à mon ami Pascal Tribouillet qui, pour moi, incarne à merveille cette phrase. Bonjour Pascal. Bonjour Céline. Alors, j'aime bien commencer cette émission par cette simple question et qui pourtant peut nous amener très loin. Comment tout cela a commencé ? Alors, tout cela a commencé en 2000. Je vivais à Paris à l'époque et c'était une période un peu particulière, c'est-à-dire il y avait pas mal de remises en question par le stress, le manque de temps aussi dans mon quotidien et puis une envie de voyage, d'évasion. Donc je connaissais déjà un petit peu l'Asie et je suis parti, j'ai décidé de partir, de prendre quelques mois à la rencontre d'autres civilisations, on va dire, d'autres façons de vivre. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti avec Gilles, avec qui je travaille encore aujourd'hui. On a décidé de partir en Asie. D'abord, on est parti en Thaïlande et puis on a coupé avec le temps et là, on a décidé de voyager en Inde et on est arrivé en Inde du Sud. Et d'arriver en Inde, ça a été un choc. Un choc, pourquoi ? Parce que on se retrouve dans une autre réalité que ce que le monde m'avait présenté jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la façon de vivre à l'occidental. Et dans ce pays, on reste pas. C'est pas un pays balnéaire vraiment. C'est-à-dire, c'est un pays où l'humain compte avant tout. Et notre éveil, notre curiosité a fait que on est tombé très vite amoureux de ce pays, de sa population. Donc moi-même, je suis pas d'origine indienne. Je suis d'origine plutôt africaine, on va dire. Mais bon, comme j'ai une approche universelle sur le monde, je me suis senti très 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 bien dans ce pays de l'Inde du Sud qui m'a adopté un petit peu rapidement. Et tu voulais rompre avec ton métier de coloriste à ce moment-là ? C'est-à-dire que moi j'ai un parcours un peu atypique, je suis un peu autodidacte. J'ai appris mon métier dans le milieu de la mode à Milan. Donc ma formation a plutôt été italienne. Je suis rentré en France très vite. Je me sentais un petit peu différent de ce que les coiffeurs, les coloristes avaient la façon de travailler chez nous. Donc, très vite, j'ai eu du mal à me plonger dans cet univers de chimie, surtout, de savoir ce que je mettais sur mes clientes. Et j'avais un manque de notions artistiques dans mon travail. Donc, à un moment, comment vous dire... moi, je coupe pas les cheveux, par exemple. Je ne suis pas coiffeur, je ne coiffe pas vraiment. Je suis plutôt quelqu'un qui aime créer. Donc, cette création s'est faite surtout avec des produits chimiques. À l'époque, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que je vais pas citer des grandes marques, mais c'est vrai que j'ai pris conscience que de mettre des produits industriels sur la peau de mes clientes, c'était quelque chose qui me perturbait dans la durée. Donc, un petit peu un ras-le-bol à un moment, il faut être clair. Le stress de la ville, de la vie parisienne, tout simplement, et puis surtout un besoin d'évasion. Donc, voilà pourquoi on est parti en Inde, je pense, en Asie, pour se ressourcer, puis découvrir ce sous-continent. Mais c'était un pas très sage, ça.
Parce que j'imagine que financièrement, ça a été... C'était, oui, c'est-à-dire on a tout laissé, on est parti vraiment avec très peu de moyens. Au début, on partait que pour quelques mois, pas très longtemps, mais avec pas vraiment beaucoup d'argent. C'est-à-dire on est parti avec nos sacs à dos. Vraiment, on est arrivé en Inde avec nos sacs à dos. Bon, mais en Inde, on a de la chance parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir beaucoup d'argent pour vivre. On s'adapte très vite aux conditions de vie des locaux, on va dire. Donc, quelque part, voilà, de ce côté-là, on ne cherchait pas dans des hôtels de luxe ni rien. L'idée, c'était vraiment de partir dans les campagnes à la rencontre de la tradition. Mais à ce moment-là, tu n'avais pas du tout l'idée, j'imagine, de Daïna, des colorations végétales. Pas du tout. Non, le Daïna, c'était pas du tout. C'est-à-dire que dans ce pays, l'artisanat est omniprésent, c'est-à-dire que quelque part, tout ce que on ne voit plus chez nous aujourd'hui, par exemple, qu'on pouvait découvrir au début du siècle dernier, est présent dans tous les coins de rue. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éveil qui se met en place. Moi, dans mon métier de coloriste, aimant les cheveux, je suis pas resté indifférent à la beauté des cheveux des femmes indiennes. Donc, et puis plus je m'éloignais des villes, enfin des milieux urbains, plus j'allais dans les campagnes, plus les gens étaient beaux, naturellement. Oui. Donc, ma curiosité a été de savoir quel était leur secret de beauté. Cette lumière. Donc, très vite, ce qui était intéressant, c'est que je me suis posé la question, je suis coloriste. Coloriste, ça a un lien avec l'esthétique. Donc, j'ai fait un parallèle avec ma clientèle en Occident et ce que je voyais dans cette réalité qu'était l'Inde. Très vite, je me suis rendu compte que moi, coloriste, en Inde, ça n'existe pas. C'est-à-dire que des femmes indiennes ont les cheveux relativement longs, pratiquement toutes de la même longueur. Donc, on n'est pas dans une notion, on coupe les cheveux, on se colore les cheveux. C'est une approche un peu plus spirituelle dans leur façon de soigner leurs cheveux. Donc, très vite, dans ces villages indiens, il n'y a pas marqué parfumerie, cosmétique, esthétique. Il y a marqué surtout pharmacie ayurvédique. Donc, c'est un peu le principe de l'herboristerie chez nous à une époque. Et j'ai commencé à parler avec des femmes, avec des hommes en Inde, leur demander pourquoi les cheveux étaient aussi beaux. Et là, on m'a parlé de rituels. Il y avait un rituel hebdomadaire que les Indiens et les Indiennes font, surtout les femmes, de mère, fille, grand-mère, toutes les semaines. Elles m'ont expliqué, voilà, nous, on va dans des pharmacies ayurvédiques, qui est le principe, comme je le dis, de l'herboristerie, et on choisit des huiles capillaires que l'on met d'abord sur le cuir chevelu et on considère le cheveu comme une plante. C'est-à-dire qu'on prend soin d'abord de la partie vivante du cheveu, c'est-à-dire le bulbe, en se le massant quelques minutes une fois par semaine, en mettant de l'huile, en gardant cette huile plusieurs heures et en la retirant qu'avec des plantes, des astringents naturels comme le shikakai. C'est vrai que dans une pharmacie ayurvédique, les médecins, les pharmaciens comprenaient pas pourquoi je m'intéressais à leurs produits alors que je n'étais pas hindou. Je leur expliquais mon métier, je suis coloriste. Coloriste de quoi? Dans des cheveux. Ah bon, vous colorez les cheveux en Occident? Oui. Et donc je leur montrais des magazines un petit peu féminins que l'on trouve chez nous. Et ça les amusait de nous voir avec des cheveux roux, blonds, noirs, de toutes les couleurs et des coupes de cheveux différentes. Mais pourquoi vous faites ça? Alors je leur expliquais, on fait ça, ça c'est l'esthétique, c'est la beauté. Ah bon, ok, bon c'est rigolo, mais avec quelle plante? Et quand je leur montrais un tube d'un fabricant français, parce qu'on est français, et que, vous voyez, 37 ingrédients chimiques, comprenaient pas qu'on puisse se mettre des produits style l'ammoniac qu'eux utilisent pour laver le sol, sur la tête, surtout sur le cuir chevelu, pour être beau. Et là, c'est vrai que j'ai réalisé un petit peu qu'il fallait faire quelque chose pour ma clientèle occidentale. Et remettre en lien la santé et l'esthétisme. La santé et l'esthétique, ce qui est... c'est vrai qu'en Occident, on nous a surtout habitués à... Les cheveux, c'est très important, c'est-à-dire qu'avoir une belle coupe de cheveux, avoir une belle couleur, énergétiquement, on se regarde dans le miroir, on est heureux, on est content. Dans mon approche de ma clientèle. Et c'est vrai qu'on oublie le cheveu, en fin de compte, on le coupe, on a pas mal, on tire un cheveu, tout se passe sur la racine.
Et c'est vrai que pour les Indiens, de considérer les cheveux comme une plante, c'est avant tout de prendre soin du cuir chevelu, ce que nous, occidentaux, on a tendance à oublier, parce qu'on est plus dans une approche de la matière qui est le visuel, on va dire. Alors que pour eux, tout vient de la terre. Tout vient de la terre, oui, parce que surtout dans une pharmacie ayurvédique, ce sont des huiles, on va dire, ancestrales, que les gens utilisent depuis tout le temps. Et c'est vrai que c'est dans une huile ayurvédique, on va dire, il y a 80% à peu près d'huile porteuse, qui peut être le sésame, le coco ou d'autres, et puis 20% de plantes et d'herbes ayurvédiques, toutes cultivées suivant des méthodes ancestrales. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette approche... Et du coup, tu as développé toute une gamme d'artisanat haut de gamme avec Daina. Ouais, au début, c'était pas évident parce que dans une pharmacie ayurvédique, dès qu'on parle d'Ayurveda, on rentre dans une pharmacie ayurvédique, tout est thérapeutique. C'est-à-dire, on ne peut pas leur demander de nous créer une huile spécifique pour nous. C'est-à-dire que les Indiens vont me dire, si tu veux créer une huile, tu vas voir un laboratoire et tu leur demandes ce que tu as envie de créer. Alors que là, c'était plutôt, on te propose 4 huiles ayurvédiques, les mêmes qu'utilisent les femmes en Inde. Et donc, j'ai commencé à tester ces huiles ayurvédiques. Et très vite, je me suis rendu compte que 3 de ces huiles étaient vraiment pas du tout adaptées à un environnement autre que l'Inde, parce qu'elles n'étaient pas utilisées correctement. Elles étaient trop grasses. C'est-à-dire que je mettais une huile ayurvédique sur une dame à Paris. Elle faisait 4-5 shampoings plein de détergent pour la retirer. Donc, on a enlevé tous les bénéfices. Eh oui. Donc de là, j'ai choisi dans cette pharmacie l'huile la plus légère, la plus sèche, qui était le mieux adaptée à des comportements occidentaux, qui s'appliquent facilement mais qui se retirent surtout facilement sans utiliser plein de shampoings moussants. Et oui, voilà. Parce que dans les cosmétiques que tu proposes, tes shampoings ne moussent pas comme la façon de laver la soie. Oui, en fin de compte, l'idée, c'était vraiment d'avoir des produits sans ingrédients chimiques et de s'approprier la matière, c'est-à-dire le cheveu, autrement que ce qu'on nous avait appris avec des produits chimiques, donc la mousse. Donc à un moment, au niveau du shampoing, ce qui n'est pas évident, j'ai travaillé avec Gilles, bien sûr, on a travaillé sur le Rita. Le Rita, c'est une noix de lavage qu'on utilisait en Inde pour laver la soie. Donc la soie, c'est quand même une matière noble. Et je me suis dit, si ça respecte la soie, ça peut que respecter les cheveux. Donc on a travaillé pour créer une sorte de pâte, qui est devenue une sorte de concentré. Et ce shampoing, en fin de compte, on le présente comme une sorte de sirop. C'est une petite cuillère à café dans un verre d'eau. C'est liquide, il n'y a pas de mousse. Donc, comment faire passer un message à des personnes qui sont complètement dans la chimie, à utiliser un shampoing liquide sans mousse avec une odeur de terre. Oui, il n'y a pas d'odeur fleurie. Non. Alors, on contrarie, avec Daina, on contrarie l'essence, c'est-à-dire l'odorant, on contrarie aussi le toucher à la matière. Vraiment, c'est vraiment partir sur du rituel. Et eh bien, si tu le veux bien, Pascal, justement, on partira là-dessus pour cette deuxième partie d'émission. Ouais. Les rituels, être bien avec soi, et puis, comme tu me disais, amener les gens à se respecter. Alors, tu as choisi un titre de Moby pour cette première pause. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Déjà, je pense qu'on est dans... Moby, c'est quelqu'un qui est très engagé pour l'environnement, qui est vraiment engagé dans pas mal de mouvements, je pense, surtout pour la déforestation. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Merci. Moby, My Only Love. Vous êtes sur IDFM, vous écoutez l'émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé, sérénité. Je suis Céline Dupuis en compagnie de Pascal Tribouillet, coloriste ayurvédique. Pascal développe toute une philosophie autour de la santé et de l'esthétisme du cheveu. Il fait aussi, comme le dit le philosophe Khalil Gibran, que le travail soit l'amour rendu visible. Pascal, nous disions tout à l'heure que on allait revenir sur le fait d'amener les gens à se respecter, et tu parlais de rituels. Alors, est-ce que tu peux développer ? Oui, je pense qu'à un moment, on va vite. Tout va très 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 vite. Je reste toujours dans l'univers des cheveux qui est le mien. C'est-à-dire que on utilise... on croit que la mousse, par exemple, c'est bien, donc on se met une tonne de mousse, en 2 minutes on se fait son shampoing, tout ça, mais ce sont quand même des ingrédients, par exemple, dans les shampoings moussants, c'est
sodium lauryl sulfate, qui est le même détergent qu'on trouve pour laver la vaisselle, le linge. Donc, mais on est dans une sorte d'illusion. D'ailleurs, il faut aller vite, toujours vite. Pour moi, je pense que le futur, c'est chacun devrait avoir un espace rituel dans sa maison, son appartement, et au moins prendre le temps, une fois par semaine, de prendre soin de soi. Et c'est vrai que d'appliquer une huile, c'est le toucher, c'est-à-dire on en met un peu, c'est pas la peine de se mettre 1 litre d'huile sur les cheveux, mais c'est de se faire une sorte d'automassage, de se faire plaisir, que ce soit pas compliqué, tout doit être dans des gestes simples, et puis de profiter de ce moment. Voilà. Je pense qu'on est vraiment dans cette approche où l'instant rituel, je dirais, c'est quelque chose d'important. Et on peut se pratiquer les massages que toi tu enseignes, les massages énergétiques. Oui, alors quand on le fait soi-même, c'est beaucoup plus court, c'est-à-dire qu'un vrai massage énergétique que j'ai appris en Inde, au Kerala, ce sont des rituels que je pratique ou que je forme aussi des gens à le pratiquer. Là, on est vraiment dans un moment d'un vrai rituel. C'est un rituel qui dure 45 minutes, on va dire, où les gens, on va dire, sur la tête, il y a quand même 68 points sensibles. Il y a des pressions assez localisées. Et là, on a vraiment en 10 minutes lâcher prise complet. C'est vraiment bien pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas de massage du corps, sont adeptes de ce style de rituel. Ça, c'est le rituel. Après, il y a l'automassage à faire soi-même. Il faut vraiment que ça soit très simple. Voilà. Déjà de le faire, de se toucher, le cuir chevelu, les cheveux, c'est comme une plante. Donc, le terrain, on part dans quelque chose de très très bien. Et sur ton site d'ailleurs dayna.fr, dayna.fr, il est expliqué ces automassages ? Alors non, je les explique pas vraiment parce que pour le moment je travaille vraiment. Je vais faire des petites vidéos prochainement où je montrerai aux personnes comment se faire un automassage. Comme je l'ai fait par exemple pour les colorations végétales, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer des modes d'emploi, je préfère travailler sur le visuel. Oui. Donc en faisant des petites vidéos. Des tutos, des vidéos. Ouais. Et d'ailleurs, pour les colorations végétales, maintenant tu as plusieurs couleurs. Oui, alors les colorations végétales jusqu'à présent, c'était surtout il y a quelques années du henné. Bon, les gens connaissent le henné, c'est-à-dire que plus on a des cheveux blancs, plus on est carotte orangée. Donc ça limite le choix de la nuance. On a commencé à travailler de l'indigo qui est le bleu, et en mélangeant le henné et le bleu, on arrive à avoir pas mal de nuances qui partent du châtain clair jusqu'au noir. Voilà. En fin de compte, c'est juste la coloration végétale, c'est juste 2 plantes, c'est du henné, de l'indigo, et on mélange en pourcentage différents. Par exemple, le châtain clair, c'est 50% de henné, d'indigo, et ainsi de suite. Alors par contre, pour les femmes occidentales qui adorent le blond, on ne peut pas éclaircir avec les colorations végétales, on peut juste couvrir les cheveux blancs. Oui. Oui, mais c'est vrai que d'avoir une panoplie de 8 nuances, ça 8 permet, nuances. 8 nuances aujourd'hui, ça permet à pas mal de personnes de se colorer les cheveux sans tomber dans des produits chimiques. Oui, c'est extraordinaire, 8 nuances. Moi, à l'époque où j'ai commencé à faire des colorations, oui, il y avait que le henné, quoi. Il y avait que le henné. Alors c'est vrai que le henné est toujours présent parce que l'indigo a besoin du henné pour se fixer sur le cheveu. Donc on utilisera toujours le henné, mais c'est vrai que l'indigo, ça a tout changé, oui. Cette plante, voilà. Et en tant que yoga thérapeute, je travaille donc aussi à partir de l'Ayurveda et du coup aussi en fonction des doshas. Tu sais, Vata, Pitta, Kapha. D'ailleurs, on dit pas Kapha, on dit Kapha parce que le pH se dit P en sanskrit. Est-ce que tu travailles de la même façon ? Personnellement, non, parce que souvent en Ayurveda, tous les produits qui se mettent à l'extérieur, c'est-à-dire sur le cheveu, on va dire le corps, sont souvent des produits qui ont une approche universelle. C'est-à-dire, il n'y a pas une histoire de dosha. Je pense que c'est plutôt quand on avale un produit ayurvédique en fonction de son profil, de son dosha. Le cheveu n'a rien à voir avec les doshas. Les doshas, ce sont les terrains. Les terrains, non, les cheveux, non, parce que on est dans l'hydratation, c'est-à-dire de se mettre de l'huile, on hydrate vraiment le cuir chevelu. Oui. Le cheveu, on le coupe, c'est une matière qui c'est le bulbe qui est vivant. La matière, elle est donc des doshas, oui, effectivement, quand on fait une cure ayurvédique, mais au niveau des huiles extérieures. En Inde, non, c'est universel. Oui, parce qu'on a tous besoin d'huile. Moi, c'est vrai que les personnes qui sont Vata, donc très vent, je les invite souvent à faire des bains d'huile et de la tête aux pieds, une fois par semaine,
parce que ça permet de retrouver un ancrage, la terre, parce qu'à force de penser, ils assèchent tout. Et du coup, ces rituels-là m'intéressent énormément, les rituels que tu proposes. Alors, moi, j'adore l'huile qui sent l'Inde. T'en as deux, hein. Celle qui sent l'Inde, moi, j'adore. Mais bon, c'est vrai qu'elle est forte. C'était pas évident. On a créé cette marque en 2005, d'arriver. Pour moi, l'approche, au début, c'est sûr que les Indiens, je n'avais pas les colorations végétales. Mon approche était surtout pour eux de soigner mes clientes qui se mettaient des colorations chimiques sur la peau tous les mois pour la beauté, pour l'esthétique. Et donc cette pharmacie m'a proposé qu'une huile, mais cette huile, elle est traditionnelle, elle a une odeur un peu particulière, un peu forte. Donc dans l'univers du cheveu, on était souvent habitué à l'époque aux odeurs fleuries, voire chimiques. Donc arriver avec un produit qui sent la réglisse, l'huile de sésame et autres, c'était pas gagné. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas spécialement aller avec mes produits dans des magasins bio, un exemple, où je pense qu'on a déjà une démarche personnelle quand on rentre dans un magasin bio, mais c'était amener de l'esthétique autour de ce produit pour le proposer à une clientèle qui était oxydée, tout simplement. Oui. Donc, une clientèle plutôt urbaine, contemporaine, des villes, qui était très axée sur tous ces magazines de mode, et leur amener justement ce qu'elles ne connaissaient pas. Donc, en un moment, on était positionné au printemps. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis de l'esthétique au niveau du packaging, c'est-à-dire du verre, pas de plastique bien sûr, des bouchons en bois. Ah, c'est magnifique. Voilà, oui. Pour que les personnes puissent être attirées déjà par un visuel. Et c'est vrai qu'en ouvrant le produit, on va dire à l'époque, 2 clientes sur 3 partaient en courant parce que l'odeur était trop forte. Voilà, donc c'était un petit peu un challenge. Et c'est vrai que ça nous a permis petit à petit. Donc à un moment, c'est sûr que Dena, ça a été un projet, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le commerce équitable, dans le développement durable. On a mis 5 ans à réaliser ce projet. C'est pas un projet qui était au début. Je le faisais, je ramenais des huiles, mais que je testais sur ma clientèle, mais je voulais vraiment utiliser ces huiles à titre personnel. Et le projet a tellement bien avancé que Gilles m'a accompagné sur ce projet. Et du coup, la ville de Paris nous a aidés et autres. Et la marque a pu exister en suivant tous les processus de boutique de gestion par initiative entreprise, enfin tout un schéma d'aide. Mais il fallait vraiment y croire, hein. Là, quand tu parles de challenge. On n'a pas fait d'école de commerce. On est vraiment, on était dans le moment présent. C'est vrai que moi, coloriste, on va dire, j'ai pas de diplôme particulier, mais j'étais dans un état d'esprit d'utopiste. Oui. J'y croyais tellement. Je peux, tout est possible. Et c'est vrai que du coup, ça s'est réalisé. Ça n'a pas été évident au début, mais c'était vraiment d'être toujours dans le moment présent. Et dès qu'on a commencé cette société a démarré, on est resté quand même dans cette idée de projet. C'est-à-dire que on est sorti un petit peu du circuit ordinaire, et ça va faire 16 ans au mois d'avril que Dena existe. Et du coup, tu offres aussi à l'humanité finalement il y a un message universel dans tout ça. Oui, parce qu'on a tous un cuir chevelu, qu'on soit africain, indien, japonais, tout le monde a un cuir chevelu. Et voilà. Bon, après, c'est vrai que cette huile ayurvédique au début était très forte. Il a fallu on a décidé de trouver un laboratoire pas très loin de cette pharmacie traditionnelle indienne, toujours dans l'Inde du Sud, avec qui on a un peu plus philosophé pour s'inspirer de cette huile ayurvédique et en créer une nouvelle avec une odeur plus facile pour une clientèle occidentale. Et aujourd'hui, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les huiles, on les vend 50-50%, 50% l'autre, mais c'est vraiment un message universel. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton message, parce que j'ai le même, un message d'autonomie. Et là, je te vois comme un guide par la transmission. Et c'est ce que j'aimerais qu'on aborde dans cette prochaine partie. Alors, pour cette seconde pause, tu as choisi un cover by Jasmine Thompson, Mad World, de Tears for Fears. Pourquoi ? Parce que le monde est fou, tout simplement. Vous êtes sur IDFM, vous écoutez l'émission Les Passages.
Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé, sérénité. Je suis en compagnie de Pascal Tribouillet, coloriste ayurvédique. Pascal développe toute une philosophie autour de la santé et de l'esthétisme du cheveu. Il fait aussi, comme le dit le philosophe Khalil Gibran, que le travail soit l'amour rendu visible. Pascal, ton travail, c'est aussi la transmission. Oui. Et je trouve ça très important. Ouais. C'est très très important. D'ailleurs, je rentre de Valenciennes où j'étais hier, où j'ai formé des gens merveilleux, voilà, passionnés, curieux et qui amènent autre chose dans leur espace. Ça, c'est très 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 bien. Donc, je transmets ce qui est pas facile, mais j'aime beaucoup le faire. D'ailleurs, depuis 3 ans maintenant, j'interviens au niveau de. On est les premiers, la petite première marque, on va dire, pour les cheveux 100% naturels, végétal, qui interviennent dans un lycée public. Ce qui est intéressant, c'est surtout parce que c'est un lycée public auprès d'élèves en coiffure esthétique, en mention complémentaire d'un bac professionnel. Ça, c'est génial. Ouais, ça c'est bien. C'est surtout l'intérêt d'un directeur d'établissement qui, dans sa vie privée, son épouse, ses filles utilisaient que des produits naturels et il comprenait pas qu'on ne puisse pas en proposer aux élèves. Donc, il a fallu que je parte à la rencontre de ces enseignantes qui sont professionnelles, qui sont très bien, mais qui n'ont pas eu cette possibilité de découvrir les colorations végétales et autres. Alors donc, je les ai formées et puis j'interviens moi-même auprès des élèves où je leur fais... on fait des ateliers aussi autour du massage ayurvédique, donc des massages énergétiques. Alors, c'est assez drôle parce qu'on est dans un lycée professionnel avec des ados, ça bouge beaucoup, c'est un peu turbulent. Et c'est vrai que c'est des séances par exemple, je parle pas des colorations végétales, mais le massage énergétique, il y a 30 élèves, j'en mets 15 assis, 15 debout. Et puis, ils me regardent et on fait un massage du cuir chevelu ayurvédique. Et c'est vrai que au début, ils sont un peu turbulents, mais très vite, ils ont tous un lâcher-prise, il n'y a plus un bruit dans la pièce. Tout s'apaise. Et ça s'apaise, et puis quand on arrête, on reste 2-3 minutes, il n'y a plus un seul bruit. Et cette transmission me fait du bien, d'autant plus que souvent ces élèves retournent en stage dans des salons de coiffure en amenant un nouveau protocole, quelque chose qui interpelle aussi leur patron tout simplement. Oui, qui eux aussi ne sont pas formés à ça. Non, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on est dans une époque où tout ce qui est naturel, végétal, ça représente peut-être que 20% d'une clientèle aujourd'hui dans des salons de coiffure. Il faut être clair qu'économiquement, les coiffeurs ne peuvent pas vivre que du végétal, mais c'est un plus. Et ce plus, c'est vraiment le futur. Et c'est vrai que toute cette jeunesse, même sur 30 élèves, il y en a peut-être 5-6 qui vont vraiment adhérer, mais c'est toujours 5-6 qui font passer un message auprès de leur clientèle. Oui, puis ces jeunes-là, ils sont déjà engagés pour l'environnement, pour beaucoup. Oui, je suis étonné. Non, ils sont engagés, ils vont très vite. D'ailleurs, on doit suivre avec les réseaux sociaux. Non, ils vont très 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 vite. Et je suis étonné de leur motivation à certains. Mais c'est tout de même à la fois pour les enseignants que tu croises, pour les patrons qui vont recevoir aussi cette information, c'est un choc de culture. C'est la tradition avec... c'est les jeunes finalement qui apportent la tradition. C'est les jeunes qui apportent la tradition. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment... pour moi, le futur, c'est le modernisme et la tradition. Parce que le modernisme, parce qu'on a besoin des réseaux sociaux, ils fonctionnent tous avec leur Instagram et autres. Et puis en même temps, ils sont hyper curieux de découvrir autre chose que ce qu'on leur apprend uniquement à l'école. Voilà, ça c'est très très bien. D'ailleurs, souvent, il y avait un bouquin fabriqué en Inde qui est sorti il y a 2 ans que j'avais lu, et c'est vrai que dans ce bouquin, ça commençait, nous avons tout ce que vous n'avez plus, c'est-à-dire l'artisanat, et nous avons tout ce que vous allez avoir. Oh. Donc c'était intéressant de ce mélange entre la tradition et le futur, le modernisme. Et oui, c'est comme une greffe. Voilà, ça c'est une greffe. Et puis à côté de ça, j'interviens aussi auprès de, ça me plaît beaucoup, plusieurs fois par an, de socio-coiffeuses. Alors ce sont souvent des patrons, des patronnes, surtout des femmes, qui elles-mêmes
ont des salons de coiffure ou autres et veulent aller plus loin que l'esthétique. Et elles interviennent auprès des personnes, bien sûr, en tant que prothésistes capillaires qui ont subi des traitements médicaux. Chimiothérapie. Oui, voilà, elles interviennent. L'humain est présent, hein, c'est-à-dire elles interviennent aussi auprès de personnes âgées dans des EHPAD, certaines en prison pour femmes aussi. Oui. Donc il y a vraiment autre que l'esthétique. Oui, ça va même sur le psychologique. Complètement. Et c'est vrai que le toucher, c'est-à-dire que le massage, le toucher, c'est quelque chose de... Les gens, on n'est pas habitué en Occident vraiment à se toucher. Tout est lié sur le bien-être, alors qu'en Asie, par exemple, en Inde, c'est thérapeutique. Et c'est vrai que le toucher est omniprésent. Omniprésent, oui. Et s'approprier, c'est vrai, cette matière du cheveu, ici en Occident, on nous le propose pas spécialement. Non. Enfant, maman touche le cuir chevelu, mais après, voilà. Oui, le rapport au corps est complètement différent. C'est vrai que moi, par exemple, ce rituel, je le fais assis souvent face à un miroir parce qu'on n'est pas au bac du coiffeur, la tête en arrière. Donc les gens ont souvent un manque de lâcher prise ou ont envie de parler ou ils regardent dans le miroir ce que je fais. Donc j'essaie vraiment d'expliquer aux personnes de rester tranquille, de ne pas parler. On ne va pas communiquer pendant le rituel. Je commence mon rituel, je bouche les oreilles pendant 1 minute à peu près pour que la personne puisse se retrouver avec elle-même. S'intérioriser. Et puis le bruit, même s'il y a du bruit, c'est pas gênant parce que quand on parle de massage énergétique, on n'est pas dans un modelage tranquille du cuir chevelu, on est dans quelque chose qui est assez fort dans les pressions. Hein. C'est des taponnements, on tape presque la tête. Hein. Donc c'est un toucher très particulier. Il y a vraiment un lâcher prise. Par exemple, je ne donne jamais de boisson chaude 15 minutes avant parce qu'il y a beaucoup de sang qui circule dans la tête. On donne un petit verre d'eau après. Il y a des personnes qui vont très très loin avec ce rituel. Tu me disais aussi qu'il est important de faire passer le message avec amour. Comment tu fais ça ? Avec amour, je pense que c'est déjà moi-même, je me mets en condition je fais du yoga, tout ça, donc une sorte d'état d'esprit de neutralité. Pas de jugement. Pas de jugement, surtout pas. Mais surtout oui, pas. Ça crée de la séparation, le jugement. Oui, c'est pour ça qu'aussi bien j'ai formé des personnes à Dakar, pour les dames africaines. Au Japon, on peut être aussi, mais en France, partout en Europe. Donc, pas de jugement, non. C'est être un peu citoyen du monde. Ah, c'est beau. Nous allons faire une 3e pause musicale, Pascal. Chers auditeurs, alors c'est moi qui ai choisi le titre là. J'ai choisi un titre d'un jeune musicien, Pete Yorn, The Man. Vous êtes sur IDFM, vous écoutez l'émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé, sérénité. Je suis Céline Dupuis et je suis en compagnie de Pascal Tribouillet, coloriste ayurvédique. Pascal développe toute une philosophie autour de la santé et de l'esthétisme du cheveu. Il fait aussi, comme le dit le philosophe Khalil Gibran, en sorte que le travail soit l'amour rendu visible. Pascal, peux-tu nous reparler à nouveau de Daina, de cette marque luxueuse et en même temps, tu veux absolument rester simple, tu me disais. Oui, parce que c'est vrai que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas fait d'école supérieure de commerce et autres. Et à un moment, juste avant de créer Daina, la ville de Paris m'a proposé une formation, la première formation qui existait en France dans le commerce équitable, développement durable. Donc, je me suis retrouvé à la Cité internationale de Paris pendant 6 mois, travailler en alternance chez moi et puis à l'université des différents modules, avec des intervenants aussi passionnants les uns que les autres, ainsi que des gens de l'INSEE, du ministère du Travail, pour comprendre qu'est-ce que le commerce équitable et ses futurs chefs d'entreprise en commerce équitable. Et de là, c'est vrai qu'on a rencontré les bonnes personnes, donc j'étais déjà dans un esprit complètement différent de ce que peut être le monde marchand d'aujourd'hui. Ça avait été un projet qui n'a pas été facile parce que comment faire entrer des produits en Europe, avoir toutes les normes, les autorisations, le packaging, c'est vrai que c'est du verre, on ne voulait pas de plastique. Quand on démarre, on ne peut pas demander 100 000 bouteilles, on avait vraiment besoin d'un petit stock
de 5000 bouteilles, mais aucun fabricant fait des stocks minimum de 5000 bouteilles. C'était toujours 25 000, 30 000. Tout est basé sur la quantité. Donc, on a démarré. Donc, on a vraiment avancé à notre rythme. Et c'est étrange parce que de fait travailler dans le commerce équitable, on fait vivre surtout le laboratoire, des personnes qui récoltent des plantes dans les campagnes. C'est des histoires de décoction, macération. Les gens sont rémunérés sur 12 mois alors qu'ils travaillent peut-être 8 mois à cause des histoires de moussons. Mais il ne faut pas oublier qu'en Inde, une personne qui travaille en fait vivre peut-être 2 voire 3 à côté, ce qui représente pas mal de monde. Ensuite, les produits arrivent, on a 1 ou 2 commandes maximum par an avec une quantité de produits. On a des produits au niveau de la durée de conservation qui sont peut-être un peu moindres que des produits avec des antioxydants ou de la chimie à l'intérieur. Donc aujourd'hui, au bout de 16 ans, on a quand même un réseau de clients à travers l'Europe à qui on redistribue en priorité nos produits. On se positionne en général un point de vente par ville pour fidéliser dans la durée un point de vente. Les gens sont libres, on n'a pas de politique, il faut tout prendre. C'est vraiment avant tout l'humain qui compte. Quand je forme les coiffeurs aux colorations végétales, je suis joignable dès qu'il y a un petit problème de diagnostic ou autre. On est vraiment dans cette approche. Humaine avant tout. Mais par exemple, si nos auditeurs, là, ils veulent pouvoir avoir tes produits. Alors, si les auditeurs veulent, alors sur le site internet de Dena, bien sûr, il y a tout. Les produits sont sur internet. Il y a aussi la liste de tous les professionnels avec qui je travaille. Et si des personnes veulent commander, par exemple, une coloration végétale, j'offre un diagnostic personnalisé au téléphone. Ah, et on peut te joindre. On peut me joindre en passant par l'intermédiaire du bureau. Et puis, on fixe un rendez-vous et j'essaye de discuter avec la personne pour préparer le bon mélange à faire soi-même à la maison. Et j'envoie ensuite une petite vidéo parce que je me suis dit à un moment, tout ce qui était mode d'emploi, c'était un peu compliqué, surtout dans le cheveu, parce qu'il y a des cheveux très courts, des cheveux très longs, de textures et matières différentes. Enfin, de textures, de coloration très différentes. Et là, j'ai fait une petite vidéo où j'ai invité une cliente et je lui ai dit tu me montres comment tu appliques la coloration végétale chez toi. Donc, c'est le meilleur mode d'emploi qu'une cliente regarde une autre cliente faire plutôt qu'un professionnel. Ça, j'adore parce que, tu vois, on est vraiment dans le luxe et en même temps dans l'artisanat, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'artisanat, oui, parce que on peut pas c'est-à-dire on est limité, c'est-à-dire que le développement soit on se dirige dans le mass market et c'est commencer peut-être à travailler avec des matières, par exemple pour le packaging, on retire le verre pour que ça devienne du plastique et on commence à ressembler peut-être à ce qui existe déjà oui. un peu trop. Nous, on n'a pas envie de rentrer dans. Et puis est-ce que tu perdrais pas ta liberté? On est libre, c'est vrai qu'on est vraiment libre. Ouais. Et ça pour nous c'est important. Cette liberté, c'est facile. Oui, j'ai de la chance. Je suis quelqu'un d'optimiste. On est avec Gilles optimiste. Oui, on est libre. Bon, on fait du yoga, on fait des trucs. On vit. On transmet surtout un message par cette petite marque. Et c'est aussi pour ça, tu me disais que vous n'avez pas fait d'emprunt pour rester libre. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à un niveau avec une structure, c'est sûr qu'il arrive un moment, si on est capable d'arriver là, on peut aller plus loin. Donc les portes s'ouvrent. Je parle de ça au bout de quelques années. Mais comme je te l'ai dit, si les portes s'ouvrent, c'est rentrer dans l'univers pour nous du mass market. Et d'abord, je sais pas faire. Personnellement, j'ai pas fait, comme je te l'ai dit, des études et autres. Et puis surtout, rembourser. Ce qui nous a permis de tenir, c'est que en Inde, on fait vivre des personnes. Ce qui veut dire que même si au début c'était très difficile, moi j'ai mon activité à côté en tant qu'indépendant, de praticien, de coloriste, ce qui me permettait d'avancer. Et ça c'est très important parce que on est sorti du circuit bancaire, on va dire. Et tu es autonome. Autonome, surtout en cette période où je comprends très très bien par rapport à la période que l'on passe,
par exemple le Covid, les histoires de confinement, on n'a pas travaillé. C'est sûr que quand les coiffeurs reprennent, ils travaillent avec le stock qu'ils n'ont pas utilisé pendant 2 mois. Donc c'est vrai que ça ralentit un petit peu l'évolution d'une structure. Mais de ne pas avoir d'emprunt, on n'a pas le couteau sous la gorge. En plus, on a des frais fixes, ce qui nous permet d'avancer sereinement. Et du coup, de rester qualitatif. C'est la qualité, ouais. C'est la qualité, puis surtout pas imposer aux professionnels les laisser libres. Voilà, les laisser libres. C'est pas une course à l'argent, c'est plutôt une course de faire passer un message avec ce qui n'existe pas. C'est sûr que de vendre un shampoing qui sent la terre, qui mousse pas, qui risque de piquer les yeux, c'est pas commun, mais on s'en souvient au moins. Voilà. Et oui, on est libre. On est libre et heureux. Libre et heureux, oui. Ah ouais. Ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Le message, c'est j'espère que de parler de l'Ayurveda et beauté des cheveux, c'est quelque chose qui peut vous interpeller. Puis, n'hésitez pas, je pense, voir le site ou même me contacter. C'est avec un grand plaisir. Alors, je vous donne rendez-vous le lundi 3 mai à 13h pour un nouveau volet de votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre magazine mensuel Santé Sérénité. Je serai pour la seconde fois en compagnie de Jade Allègre. Médecin et spécialiste en médecine naturelle, Jade est aussi experte en communication animale. Et c'est ce thème qui sera abordé, la communication animale. Pascal Tribouillet, je rappelle que tu es coloriste ayurvédique et que tu es cofondateur de la marque engagée de soins en cosmétique pour cheveux Daina Color of India. L'Ayurveda au service du cheveu, coloration végétale, rituel de soins capillaires sur daina.fr. D-A-Y-N-A.fr. Daina, tu dis plutôt, hein? Daina, pardon. Et moi, je dis tout le temps Daina, mais non, c'est Daina. Voilà, Daina. Merci, chers auditeurs. Merci, Philippe, aux manettes avec tes doigts de fée. Merci, Pascal Tribouillet. Merci beaucoup. À bientôt. Vous écoutez IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être.